Nous avons donc fini les présentations et nous ouvrons la table ronde. Je propose à l'ensemble des personnes qui ont suivi nos débats de la matinée de poser nos questions. Nous rejoignent pour cette table ronde maintenant Kaïd Yousfi qui nous vient du Maroc, qui est président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres et topographes, et également qui est le secrétaire de la Fédération des géomètres francophones. J'ai également avec nous Boalé Mangouélé, qui est ingénieur en chef du cadastre, inspecteur des impôts, directeur général du cabinet des géomètres experts et président de l'Ordre des géomètres experts du Congo. Et enfin, Christian Mondjoudi, qui est géomètre expert foncier et secrétaire général de l'association des professionnels de l'ingénierie topographique du Gabon, l'APID Gabon. Gabon, où nous aurions dû nous retrouver normalement au mois de novembre pour nos universités, comme on le fait chaque année, et qui sont remis en cause. On espère pouvoir en reparler d'ici la fin de l'année et venir au Gabon. Christian, si en quelques mots, tu peux nous dire un peu le contexte du domaine public et la réglementation dans ton pays. Et ensuite, j'inviterai à tous ceux que je viens de citer qui n'ont pas encore pris la parole de faire la même présentation très rapide des règles du domaine public dans leur pays. Et puis à l'ensemble des personnes qui sont intervenues ce matin qui vont pouvoir suivre nos travaux. Et j'ai également, pardon, j'ai oublié, Adam Assar du Sénégal, qui est ingénieur géomètre, chef des services du cadastre au bureau régional des impôts et des domaines de Tambacounda, pour la direction générale des impôts et des domaines du ministère de l'économie et des finances et du plan du Sénégal, et coordinateur du réseau des jeunes géomètres francophones, qui va également intervenir. Christian, si en quelques mots, tu peux nous parler de la problématique du domaine public au Gabon, s'il te plaît. Merci Jean-François et bonjour à tous les panélistes et tous nos amis participants qui sont connectés. Je vais donc faire une brève présentation de la situation du Gabon et aller directement sur pointer du doigt un problème que nous avons, mais je pense que les situations, il y a un parallélisme avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, la RDC. C'est le problème de la squatterisation des terrains, qui est une réelle alternative pour les populations, mais aussi un obstacle majeur à la maîtrise foncière du domaine public. Alors, le domaine public, le domaine public au Gabon se définit comment et quelles sont les règles qui président au transfert de la propriété. Les pratiques de la législation et la réglementation foncière en vigueur au Gabon avant et depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960, font clairement ressortir que l'État est consacré propriétaire ou exactement gestionnaire exclusif des terres par le biais de la théorie coloniale des domaines basée sur le principe de la création de la propriété par l'administration mise en place. C'est le principe que tout le monde connaît de l'acte Torrens de 1958. En effet, la loi 1463, qui date du 8 mai 1963, fixant la composition du domaine de l'État et des règles qui en déterminent les modes de gestion, stipule en son article 2, alinéa 2, les autres biens, je parle là excluant déjà le domaine public de l'État, dont on a donné les définitions par ailleurs, donc les autres biens constituent le domaine privé de l'État. Ils comprennent notamment les terres qui ne sont pas appropriées selon le régime de l'immatriculation ou qui n'ont pas été concédées à titre définitif. Suite à la réforme foncière de l'année qui a eu lieu au Gabon en 2011, réforme censée améliorer le processus d'accession à la propriété foncière, jugé long et fastidieux, près de 134 étapes pour obtenir un titre foncier et au mieux en une dizaine d'années.
Les prérogatives de l'État en matière foncière donc, ont été initialement dévolues à une direction générale des travaux topographiques et du cadastre du ministère en charge de l'habitat, ont été transférées à une agence qui a été mise en place, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. L'agence est donc depuis lors l'organe de gestion ayant la compétence de consentir les cessions en toute propriété, de gré à gré ou par voie d'adjudication des terres domaniales. Alors, les trois objectifs qui avaient été fixés, les objectifs stratégiques qui avaient été fixés à l'agence à sa création étaient les suivants. Garantir l'accès à des parcelles viabilisées, optimiser les procédures d'attribution et d'immatriculation foncière, mettre en œuvre les plans d'urbanisation et d'aménagement foncier. Par ailleurs, le décret 257 du 19 juin 2012 réglementant les cessions et locations des terres domaniales confère à l'agence les compétences exclusives d'allotissement des centres urbains et des zones rurales. Les plans de lotissement établis par la NUTTC, censés être mis à la disposition du public, devaient faire apparaître les limites du périmètre urbain, les zones résidentielles, administratives, commerciales et industrielles, selon les indications du plan d'urbanisme, les différents groupes de terrains urbains et ruraux, les formes et dimensions des lots, les rues, les avenues et les places publiques. Alors, on se rend compte avec ces missions et ces objectifs que les missions de la NUTTC en matière foncière sont très étendues. Mais elles sont censées favoriser une maîtrise des terres domaniales et répondre de manière optimale à la demande toujours croissante des terrains à bâtir, notamment dans les centres urbains. Cette demande, en forte progression ces dernières années, est due à la conjugaison, d'une part, de la croissance naturelle de la population, de l'exode rural, d'une immigration étrangère massive et de l'émergence d'une classe moyenne qui est en consolidation. Malheureusement, depuis la mise en place de l'agence, peu de lotissements ont été aménagés et de nombreuses demandes d'attribution de terrain sont insatisfaites. La procédure d'accession à la propriété foncière a été aménagée pour prendre en compte la forte demande en régularisation foncière du fait des occupations illicites du domaine public engendrées par la forte carence en terrain viabilisé. C'est le phénomène de squattérisation. Les faibles capacités techniques des services de l'administration publique chargés de produire directement les parcelles et les logements et l'absence d'une politique d'aménagement pragmatique ont entraîné un développement urbain de plus en plus anarchique. Ainsi, malgré l'important arsenal juridique dont le Gabon s'est doté suite à la réforme de 2011, l'État, pourtant propriétaire légal, en arrive progressivement à la perte de la maîtrise de son patrimoine foncier et à des blocages dans la maîtrise publique des sols et de la politique d'aménagement du territoire de son choix, face à des occupants sans titre, frisant parfois l'incivisme, mais de plus en plus excédés par une dérégularisation foncière accélérée. Au milieu de l'année 2020, une situation approchée du ministère en charge de l'habitat établissait à environ 50 000 le nombre de dossiers de demande de régularisation foncière en instance, seulement au niveau de l'agglomération de Libreville. Et les délais de procédure sont de plus de 5 ans, alors que l'objectif visé par la réforme était de 180 jours. Cette situation engendre de nombreux litiges fonciers en instance devant les tribunaux. Par conséquent, l'État parvient difficilement à contrôler la mobilisation du foncier malgré son statut de propriétaire légal pour la réalisation de ses projets. De nombreuses et onéreuses opérations de déguerpissement sont souvent nécessaires, voire d'expropriation, mais le cas des expropriations est cadré par une loi qui en traite. Donc, la différence est établie ici entre le déguerpissement, occupant sans titre, et l'expropriation. Alors, un autre problème qu'il y a au Gabon, c'est que la maîtrise foncière du domaine public suppose une connaissance parfaite de celui-ci. Alors, l'État propriétaire du sol gabonais non titré est organisé en plusieurs démembrements administratifs qui sollicitent le foncier de manière diverse, avec bien souvent des superpositions de droits attribués à diverses entités.
Il existe par conséquent plusieurs bases de données foncières gérées indépendamment les unes des autres, le cadastre minier, base de données des permis forestiers et autres. Dans ces conditions, il est quasiment impossible, sans rapprochement de toutes ces données disponibles, que les prises de décision et les orientations politiques d'aménagement soient pertinentes. Alors, ce qui pourrait être mis dans le contexte gabonais comme des approches de solutions, mais qui sont dans notre table ronde des arguments que je propose à la discussion, c'est que la maîtrise du domaine public suppose sa bonne définition et sa précise délimitation. La seule notion de principe de l'acte Torrens, même si nul n'en est censé ignorer la loi, est très limitée face à une population insuffisamment s'y sensibiliser par l'opacité et l'iniquité des procédures et dont les besoins sont insatisfaits. Le deuxième, donc premier argument, la nécessité de maîtriser la bonne définition et la délimitation du foncier domanial. Deuxièmement, c'est la centralisation de l'information foncière. Quand elle est disséminée comme au Gabon, c'est un élément primordial, à mon avis, pour la maîtrise du domaine public. Centralisation de l'information foncière. Le troisième argument, c'est que la souplesse des dispositifs institutionnels permettant, c'est la souplesse des dispositifs institutionnels permettant une rapidité d'exécution des procédures qui devrait être un atout à la bonne maîtrise des espaces titrés et par conséquent du domaine public résiduel. Enfin, je pense aussi que les carences du service public dans la production de l'information foncière peuvent être suppléées. C'est une réalité certainement dans le contexte gabonais, mais peut-être aussi par ailleurs. Ces carences peuvent être suppléées donc par un secteur privé plus flexible en termes d'investissement en ressources humaines et matérielles. Voici donc ma petite contribution à nos débats. Je vous remercie. Merci Christian pour ces problèmes évoqués, ces pistes de réflexion. Je te rejoins et c'est vrai que quand tu penses secteur privé, j'imagine que tu penses par exemple aux géomètres. Absolument. En fait, en réalité, c'est une problématique chez nous parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Gabon, nous sommes seulement en train de travailler et nous avons largement contribué à l'élaboration du texte fondateur de l'ordre des géomètres parce que l'ordre des géomètres n'existe pas. Et par contre, les cabinets privés peuvent travailler par délégation de certains aspects pour l'instant, mais c'est très mal cadré et c'est un peu au gré de la personne quasiment de la personne qui gère l'ANUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Et donc, oui, le secteur privé, j'en suis très convaincu, peut apporter une contribution significative à non seulement la célérité des procédures, mais aussi certainement à peut-être proposer des méthodes de gestion un peu plus efficientes des domaines publics. Et ça, bien entendu, le secteur privé est à la disposition des décideurs qui, voilà. C'est un fait, je sais que vous avez travaillé sur l'élaboration d'une loi pour instituer l'ordre des géomètres experts au Gabon et tu as tout le soutien de la FGF et avec Marc, on s'était proposé, si nécessaire, de vous accompagner dans la démarche parce que ça nous semble important de faire reconnaître la profession dans de nombreux pays. Merci en tout cas de ton témoignage. Boélé, est-ce que tu peux nous parler un peu du Congo, s'il te plaît, la situation du domaine public au Congo? Je crois qu'il faut ouvrir ton micro. Allô, c'est bon? C'est bon. C'est tout Ah bon. ben, vous m'entendez?
C'est parfait. OK. Avec plaisir, je vais vous parler rapidement de la situation de la gestion du domaine public. Bon, d'abord, a priori, je voulais d'abord un peu m'excuser parce que le thème, il m'a comme un peu coincé par rapport à sa restriction. Parce que là, le thème fait allusion à la gestion foncière du domaine public. C'est pour cela que je n'ai pas voulu m'élargir sur les autres aspects de la gestion foncière. Alors, vous vous souvenez, quand nous étions en Côte d'Ivoire, aux universités de Côte d'Ivoire, j'avais déjà parlé de la réforme foncière en République du Congo. Et aujourd'hui, l'aspect que je vais développer, tout juste l'aspect de la gestion du domaine public. Et comme j'ai dit tantôt dans mon petit mot, et j'ai dit, je suis bien dans la gestion exclusive du domaine public. Et j'ai dit tantôt que le philosophe grec Aristote, c'est un philosophe de l'Antiquité qui avait dit que ce qui appartient à tout un chacun est le plus négligé, car tout individu prend le plus grand soin de ce qui lui appartient en propre, quitte à négliger ce qu'il possède en commun avec autrui. Il l'a dit bien sûr dans le livre La politique. Il appartient donc à l'État de prendre soin de ce qui est commun à l'ensemble des citoyens. Il convient donc au préalable pour ma communication de déterminer le contenu de ce bien commun qui est le domaine public. Eh bien, la position du problème. Dans notre pays, le Congo, bien sûr, je pense que j'ai suivi les autres interventions. La situation est un peu identique. Hein. Tous les pays qui sont issus de la colonisation, surtout française, ont hérité des mêmes modes de gestion des espaces fonciers. Eh bien, dans notre pays, en 1899, je dis bien en 1899, il y avait donc un décret qui organisait l'immatriculation. Je ne voulais pas développer ce décret qui avait une connotation un peu particulière parce que ce décret de 1899, il était pris pour protéger les biens des Français et des assimilés. Par contre, les biens coutumiers, les biens fonciers coutumiers étaient relégués au second plan et gérés par une délibération. Et aujourd'hui, nous sommes donc à la troisième réforme foncière. En 1897, notre pays a connu donc une guerre fratricide. Et au sortir donc de cette guerre, il fallait donc revisiter beaucoup de textes dans ce qui concerne la gestion foncière. Et nous avons donc eu donc cette responsabilité de mener cette politique. À l'époque, j'étais directeur général du cadastre et de la réforme foncière. Alors, nous avons réfléchi qu'il fallait d'abord prendre une loi cadre qui définit les principes généraux applicables au domaine foncier et domanial. Ensuite, on a pris des lois spécifiques selon les domaines. Nous avons donc pris une loi sur le domaine de l'État, sur le domaine de l'État, une loi sur le code forestier, le code minier, une loi sur la procédure d'expropriation et bien d'autres lois sur l'immatriculation. Mais c'est la loi sur le domaine de l'État et que j'ai donné les références dans le petit papier que je vous ai remis. Alors,
cette loi, donc la loi 09-2004 du 26 mars 2004 portant code de domaine de l'État, a essayé de définir le domaine public. Je dis bien que cette loi du domaine de l'État était donc prise pour protéger exclusivement le patrimoine de l'État, des collectivités décentralisées ou des établissements publics. Et dans cette loi, on a fait allusion au domaine de l'État qui était composé donc en deux grands ensembles, le domaine privé de l'État et le domaine public. Et nous avons dit, c'est la définition classique, c'est là où on a défini à nouveau le domaine public. Au terme donc de la loi, on entend donc par domaine public les espaces fonciers appartenant à des personnes publiques, États, collectivités décentralisées et établissements publics. Donc, ça veut dire que déjà, le problème se pose dans le nombre d'acteurs qui gèrent le domaine public de l'État. Il y a déjà l'État lui-même, avec ses structures. Il y a les collectivités décentralisées, les mairies. Il y a les établissements publics, donc les sociétés. Et tout cela crée quand même assez de problèmes dans la gestion du domaine public. Je dis, j'interviens exclusivement sur le domaine public. Les autres aspects, je ne voulais pas les aborder. Bon, en dehors des positions classiques, des définitions classiques, l'origine des biens du domaine public. Bon, ça, c'est des notions un peu classiques. Hein? Mais moi, j'interviens ici tout juste pour dégager la complexité de la gestion du domaine public, notamment dans notre pays. Je pense qu'ailleurs, j'ai suivi un peu au Gabon, un peu même un peu au Sénégal, hein, les problèmes sont pratiquement les mêmes. Il y a plusieurs acteurs qui gèrent le domaine public. Et malgré la loi, malgré les immunités qui protègent le domaine public, parce que selon les définitions classiques, le domaine public se protège lui-même. Il se protège lui-même parce qu'il a le principe des 3 I, que ce domaine est incessible, imprescriptible, inaliénable. En réalité, les trois éléments-là suffisaient pour pouvoir protéger le domaine public. Mais à cela, il faut ajouter l'action des pouvoirs publics eux-mêmes. Les pouvoirs publics eux-mêmes ne facilitent pas la gestion du domaine public. Je parle bien de notre pays. Premièrement, il y a l'État lui-même. L'État, au niveau de notre pays, a créé un ministère qui est le produit de la dernière réforme. Donc, le ministère des Affaires foncières, du domaine public et de la préservation du domaine public. Voilà, donc ce ministère-là vient s'ajouter aux côtés des autres départements ministériels qui ont en charge aussi de la gestion du domaine public. Nous avons l'économie forestière, nous avons le ministère de l'Agriculture, nous avons le ministère des Finances qui fait l'immatriculation des propriétés. Alors, déjà, au niveau des ministères, les pouvoirs ne sont pas trop compris, je crois, par l'État lui-même. L'État lui-même, il a créé un ministère à qui il n'a pas donné la bonne politique pour pouvoir protéger le domaine public. Et encore, il y a les municipalités. Les municipalités se trouvent, par exemple, nous sommes à Brazzaville, il y a la mairie de Brazzaville. Mais il y a le ministère aussi qui est à Brazzaville. Dans la gestion du domaine public, il y a comme un chevauchement.
parce que le champ de définition des uns et des autres n'est pas bien défini, à tel point que ce que la mairie autorise, le ministère peut interdire. Vous voyez? Donc, ça fait comme l'État lui-même, il a créé un désordre. Et cela se répercute dans les départements. Parce que dans les départements, il y a d'autres collectivités décentralisées. Il y a des communes de moyen exercice. Mais dans ces départements, dans ces communes, il y a des structures de l'État, mais qui posent aussi des actes. Et ces mêmes structures de l'État qui sont appelées à protéger le domaine public, ce sont les premiers à aliéner le domaine public. Vous voyez? Donc, le domaine public lui-même, il est comme, franchement, agressé de façon constante par les pouvoirs publics. Mais quand les pouvoirs publics emboîtent le pas, alors les populations suivent. Donc, les populations suivent. À tel point que même au bord de la mer, le domaine public maritime, il est interdit de construire en matériaux durables. Mais on assiste à des constructions en matériaux durables. Et les pouvoirs publics sont incapables d'intervenir parce qu'il y a complicité. Et moi, je pense que à travers ce petit débat, je ne voulais pas revenir sur mon papier parce que c'est des définitions classiques. Mais le problème qui me pousse à réagir, c'est que les textes sont bien pris. Les textes valent ce que valent les hommes. Mais si on prend les textes pour ne pas les appliquer, ce n'est pas la peine de les prendre. Vous êtes sans ignorer que le domaine public ne fait pas l'objet d'immatriculation. Parce que le domaine public, on ne peut pas l'immatriculer, lui-même, il est déjà protégé. Mais il suffit de prendre, des bonnes décisions pour le protéger. Vous voyez? Ici, il y a, chez nous, par exemple, selon la loi, il y a deux modes de gestion du domaine public. Il y a donc l'affectation. On affecte une dépendance du domaine foncier au domaine public. L'affectation peut être aussi tacite. Donc, peut être tacite. Mais c'est la désaffectation qui doit être actée à tout prix. Pour désaffecter donc un bien du domaine public, il faut un acte. Mais l'affectation, elle est tacite. Elle peut être tacite. Il y a aussi des actes. Il y a l'autorisation expresse d'occuper. Ça, c'est bien. Mais la loi n'est pas claire là-dessus pour dire combien de temps peut-on occuper le domaine public par rapport au domaine privé de l'État où on peut aller au bail amphithéotique. Bon, c'est des grands problèmes qui peuvent perturber la paix sociale dans les pays fragiles comme les nôtres. Vous savez que très souvent, pour des travaux d'intérêt général, on exproprie des populations. Et quand ces populations ont été indemnisées, normalement, elles devraient libérer les espaces expropriés. Mais lorsque l'État prend l'essentiel qu'il a besoin peut-être pour un ouvrage, donc il peut rester un morceau ou alors une partie, mais tranquillement, les populations reviennent sur le reste de leurs fonds. Et personne, absolument personne, ne peut les en empêcher. C'est pour ça que je dis que moi, la recommandation que je peux faire, c'est au niveau de l'espace francophone, qu'on revisite de façon claire et nette les marges de recul, les marges en ce qui concerne par exemple le domaine public de circulation, les routes, parce que ici, par exemple dans notre pays, en ce qui concerne les autoroutes, la marge était de 40 mètres, de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Mais maintenant, il y a la volonté
d'un ministre qui élargit cette marge à 200 mètres. Comprenez-vous que si on élargit le domaine public de circulation en rase campagne à 200 mètres, on va créer des problèmes. Parce que dans cette bande de fond, le long des autoroutes, il y a des populations, il y a des villages, il y a des patrimoines des particuliers. Donc, il ne suffit pas de prendre une loi, mais la loi n'est pas rétroactive. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prendre des lois pour pénaliser les populations parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent pour les indemniser. Vous voyez? Donc, ça, c'est des problèmes auxquels on devrait se pencher. Sur la théorie, bon, c'est bien beau. Moi, je veux ce qui est pragmatique. Voilà un peu donc ma petite intervention. Je n'ai pas voulu regarder le papier parce que je pense que les notions classiques sont connues. Voilà un peu, M. Dalbin, mon intervention. Merci. Merci, Boualé, pour cette présentation. Pour les non-participants réguliers à la FGF, je voulais juste préciser que Baile Mangouélé donc, nous vient de la République du Congo, Brazzaville. Et tout à l'heure, nous avons écouté les propos de Godlive et de Stanislas, qui, eux, étaient de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc, Kinshasa et Brazzaville sont part et d'autre du fleuve Congo. Voilà, je tenais à le préciser. Khalid, est-ce que tu peux nous, en quelques mots, assez rapidement, parce que je voudrais pouvoir aussi donner la parole ensuite à Adama, est-ce que tu peux nous parler de la problématique du domaine public au niveau du Maroc? Et il y a très peu de réactions de l'ensemble des personnes qui participent à cette table ronde. Et si les autres intervenants de la matinée ont des questions, des remarques à poser, qu'ils n'hésitent pas, je m'en ferai l'écho. Khalid, je te laisse la parole. Merci, cher Jean-François. Donc, mes amitiés à tous les collègues membres de l'AFGF, au président Marc. Moi, je voudrais introduire un petit peu mon intervention. En 2015, en décembre 2015, il y a eu les premières assises nationales sur la réforme de la politique foncière au Maroc. Il y a eu 2 jours de débats intenses entre les différents intervenants dans le foncier. Au terme de ces assises, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle pour se pencher sur cette question de réforme foncière dans sa globalité. Parmi les actions du plan d'action de cette commission, à laquelle malheureusement n'ont jamais pris part ni les professionnels du foncier, en particulier les ingénieurs géomètres-topographes que je représente, ni le secteur privé. Donc, c'est une commission interministérielle publique. Et donc, vous pouvez imaginer un petit peu les débats au sein d'une commission interministérielle où il n'y a que le public. Et malheureusement, on n'a pas intégré les professionnels du secteur privé pour pouvoir avoir plus de feedback parce que nous sommes les hommes du terrain. Donc, le plan d'action a décliné plusieurs actions importantes. Parmi les actions très importantes dans lesquelles s'est engagé le Maroc il y a 2 ou 3 ans, c'est une grande opération de melkisation. Donc, c'est une opération que vous connaissez qui consiste à passer d'une propriété d'une collectivité ethnique dans l'indivision à une propriété individuelle privée par ayant droit. Et donc, les exploitants ont pu bénéficier d'un acte de propriété de ces terrains qui appartenaient à la collectivité ethnique. Et donc, c'est une action très, très importante, très intéressante qui va permettre de générer un revenu stable à ces populations, à ces exploitants, d'une part, et d'autre part, à générer un investissement, et particulièrement dans le domaine agricole. Et donc, le gouvernement a commencé d'abord par les terrains ou les propriétés qui se trouvent dans les secteurs irrigués,
et donc qui ont fait l'objet d'un remembrement au passé. Donc, par rapport au domaine public, donc pourquoi j'ai introduit avec cela, ça montre que lorsqu'il y a une volonté politique pour mettre en valeur ce domaine public, dans notre cas, c'est le domaine du Maroc. Donc, j'ai écouté un petit peu mes collègues dans différents pays. Donc, on a les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Donc, la particularité au Maroc, comme peut-être dans d'autres pays, c'est la multiplicité des statuts fonciers. Donc, il y a les terres privées qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, les immeubles domaniaux qui font l'objet de cette table ronde et d'autres types de terrains. Les immeubles domaniaux au Maroc, donc il y a le domaine forestier, le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Notre thème s'articule autour du domaine public, donc la même définition, donc c'est les biens qui sont à l'usage de tous et dont l'administration appartient à l'État qui est tuteur de la communauté. Donc c'est des terrains qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Au Maroc, il y a un arsenal juridique très très fort qui protège ce domaine public de l'État. Donc, c'est un domaine qui est constitué en principe par les biens qui sont affectés soit à l'usage du public, soit à un service public et soumis en tant que tel à un régime juridique très particulier. Donc, il est protégé, ce domaine public en principe, il est protégé par une série de textes et de dispositions légales et réglementaires qui visent à assurer son utilisation par le public ou par un service d'intérêt général. Donc, ce sont des terrains qui sont gérés principalement par des départements ministériels. Donc, en l'occurrence, au Maroc, le ministère de l'Équipement et du Transport, tout ce qui est route, autoroute et tout ce qui est pistes classées, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie et d'autres départements. Ces terrains font l'objet de 3 grands types d'opérations. Il y a l'occupation temporaire du domaine public, il y a le déclassement du domaine public de l'État et il y a la délimitation administrative et l'immatriculation. Pour le déclassement, donc, c'est une opération qui consiste à transférer la propriété du domaine public de l'État au domaine privé de l'État, sachant que le domaine privé de l'État au Maroc, il est régi par la direction des domaines qui est sous la tutelle du ministre des Finances. Ça doit être le cas dans d'autres pays. Et donc, il y a un transfert par décret approuvé par le gouvernement entre le ministère tuteur du domaine public au ministère des Finances pour qu'il devienne un terrain qui appartient au domaine privé de l'État qui est sous la tutelle exclusive du ministère des Finances. La deuxième catégorie d'opération, c'est l'occupation temporaire du domaine public de l'État. Donc, tout à l'heure, mon collègue Kamal Benaddo, d'ailleurs, qui ne va pas intervenir, Jean-François, puisque moi, je vais parler un petit peu du cas du Royaume du Maroc. Donc, ça ne sert à rien qu'on répète la même chose. Et donc, tu auras à gagner quelques minutes par rapport à sa communication. Donc, la troisième et dernière catégorie, c'est l'occupation temporaire. Et donc, l'État, à travers… Pardon? Merci de te préoccuper du temps. Donc, l'État, à travers un texte réglementaire, un arrêté, accorde à une tierce personne le droit réel d'occuper temporairement ce domaine. Et donc, c'est une occupation d'une durée qui varie entre 10 et 20 ans maximum, avec bien sûr en contrepartie le paiement d'une redevance soit mensuelle, soit annuelle. Et tout à l'heure, mon collègue Kamal, donc, il a présenté le cas des municipalités au Maroc. Et donc, c'est un cas très, très épineux. Et avec la solution qu'a présentée mon collègue tout à l'heure, qui fait l'objet aujourd'hui d'un site pilote au niveau de la ville de Rabat, va certainement se décliner sur tout le royaume et va générer un outil très performant pour les redevances au profit des municipalités et des communes. Et donc, c'est un arrêté qui autorise cette occupation temporaire entre la direction qui appartient au ministère concerné ou l'agence nationale, parce qu'il y a une partie du domaine public qui est régie par des agences qui ont certaines autonomies, mais qui appartiennent à l'État, ou la municipalité et la commune
avec la personne physique ou morale concernée par cette occupation temporaire. Donc, il y a les opérations qui portent également sur la délimitation du domaine public. Donc, en principe, tout type de domaine public, il est délimité. Effectivement, sur terrain, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais les textes et la réglementation qui régit ces domaines, elle est en place. Alors, des fois, il y a une méconnaissance, soit du public, des personnes qui empiètent sur ce terrain, soit une négligence de l'administration, pour ne pas dire une connivence. Et donc, cette délimitation, donc les immeubles qui font l'objet de cette délimitation et pour lesquels il existe une présomption de domanialité, donc si quelqu'un conteste ce domaine public, bien sûr qu'il a le droit, et bien sûr que c'est le tribunal qui statue en dernier lieu sur sa propriété. Donc, ces immeubles peuvent faire l'objet de délimitation administrative. Donc, il y a des textes qui régissent cette délimitation administrative pour en fixer la contenance, la consistance de ces terrains, les limites et bien sûr les charges foncières. La procédure de délimitation administrative donc consiste dans les phases suivantes. Donc, il y a une enquête préalable, il y a un décret qui autorise cette opération, il y a une reconnaissance des limites et le bornage de ces propriétés, il y a un dépôt du PV au terme de ce bornage de délimitation avec un croquis, bien sûr l'inscription des oppositions, il y a l'homologation de cette délimitation et, in fine, l'immatriculation de cet immeuble. La délimitation du domaine public, donc, comme l'ont précisé mes collègues qui m'ont précédé, donc il y a des oppositions, il y a constamment des oppositions qui sont traduites devant les tribunaux, qui prennent beaucoup de temps. Donc, entre-temps, le domaine public, il est objet de détérioration. Et donc, ces oppositions sont recevables auprès du représentant de l'autorité locale sur un délai qui ne dépasse pas 3 mois. Et s'il n'y a pas un arrangement entre les deux parties, automatiquement, ils sont traduits devant les tribunaux. Donc, l'opposant, la personne physique ou morale qui s'oppose à la domanialité de ce domaine doit confirmer son opposition et bien sûr par le dépôt d'une réquisition avec les pièces qui justifient sa propriété et bien sûr c'est les tribunaux. Les tribunaux, quand je dis les tribunaux, c'est les 3 grandes phases. Donc c'est la première instance, c'est l'appel et c'est la Cour de cassation. Et des fois la Cour de cassation s'oppose à un jugement qui a été prononcé à la cour d'appel et donc rebolote. Et donc, c'est des opérations qui prennent beaucoup de temps, c'est des oppositions qui prennent beaucoup de temps et du coup, il y a détérioration de ce domaine. Il y a une occupation, dans certains cas, qui n'est pas réglementaire et qui peut bien sûr transgresser plusieurs textes réglementaires qui régissent ces immeubles. Donc voilà, à travers mon intervention, donc je partage avec vous complètement. Donc il y a un arsenal juridique qui protège ce domaine. Il y a la force de l'État avec grand E, mais malheureusement, dans certains cas qui manquent de moyens, de vigilance, et il y a de la négligence. Et dans certains cas, il y a des citoyens qui se croient au-dessus de toutes les lois et du coup, il empiète sur un domaine public qu'on regrette dans certaines formes. Il y a les cas qui sont des exploitations qui sont autorisées, mais malheureusement avec un manque de contrôle, il y a une surexploitation de ce domaine. Et du coup, on voit dans certains cas des constructions devant ou sur des côtes qui sont très très moches à l'insu des pouvoirs publics. Et voilà, donc moi je propose que la FGF soit une force de proposition dans ce contexte. En partageant les expériences des uns et des autres, on voit qu'il y a ressemblance, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud. Moi, je vous propose qu'on fasse des recommandations et qu'on traite ce genre de thème en impliquant les pouvoirs publics dans nos pays pour pouvoir justement les sensibiliser et lancer de vastes opérations
de cadastre de ce domaine public qui appartient à tout le monde finalement, même si il est sous la tutelle de l'État. Et merci à vous tous. Merci Khalid pour ton intervention et je note ta proposition qui est déjà ancrée dans mon esprit et qu'on va sûrement reprendre. Adama, en quelques mots, la situation au Sénégal. Tout à l'heure, Samba nous a parlé du domaine public naturel. Tu veux rajouter quelque chose? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. Je vais juste ajouter quelque chose sur le mode de gestion du domaine public au Sénégal. Comme M. Nongo vient de le dire, au Sénégal, le domaine public est inséré dans le domaine de l'État. Donc, il y a le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Mais au-delà de ces deux domaines aussi, il serait intéressant de parler du domaine national. Donc, en quelque sorte, on dit que nous avons deux domaines, mais en réalité, on peut dire que c'est trois domaines. Donc, le domaine national, le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Parce que tous ces trois domaines-là n'ont pas les mêmes textes en tout cas, qui les encadrent. Donc, comme tout le monde, le domaine public a un caractère principal qui est l'inaliénabilité du domaine public et l'imprescriptibilité du domaine public. Donc, au Sénégal, le domaine public est divisé en deux grandes parties. Donc, il y a le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Donc, le domaine public naturel comprend en tout cas le sol, les sous-sols, l'espace aérien, mais également l'espace maritime. Donc, si on parle d'espace maritime, on peut faire aussi allusion au fleuve, l'espace fluvial. Donc, le domaine public maritime est constitué par les mers territoriales sur une largeur de 150 miles marins. Donc, et également du plateau continental constitué par le fond de la mer et le sous-sol des zones marines qui s'étend au-delà de la mer territoriale jusqu'à une distance de 2000 miles. Donc, ça, c'est le domaine public naturel. Donc, le domaine public artificiel qui cause beaucoup plus en tout cas, d'occupation. Donc, c'est un domaine public qui a été construit par l'homme, qui est différent du domaine public naturel qui est l'œuvre de Dieu ou bien en tout cas de la nature. Il n'y a aucune construction qui a été faite par l'homme. Donc, le domaine public artificiel est une pure création de l'homme et est constitué par le domaine public de circulation. Et par domaine public de circulation, on peut dire les routes, les ponts, les rues, les chemins de fer, les gares, etc., etc. Il y a également le domaine public de défense, qui est constitué par les ouvrages militaires, terrestres, maritimes et aériennes, et également les zones de protection. Quand on parle de zones de protection, il faut penser aux forêts classées et aux parcs nationaux qui sont protégés. Donc, souvent, dans ces forêts classées-là même au Sénégal, on arrive qu'il s'y passe des lotissements, donc des lotissements dans des forêts classées. Donc là, pour dire que le problème est sérieux et c'est un peu universel, quoi. Donc, le problème du Congo, j'ai entendu les interventions du Congo-Brazza et du Gabon. Donc, les problèmes sont un peu partout les mêmes. Et comme l'a dit tout à l'heure aussi sur l'intervention de Yousfi du Maroc, il y a des gens qui se croient supérieurs à tous et qui bafouent toutes les règles. Parce que récemment, ça me peut me témoigner, il y a une 2 semaines de cela, il y a une forêt classée qui a subi un lotissement. Donc ça, c'est un problème. Une forêt classée qui abrite un lotissement. Donc ça, c'est des problèmes. Nous allons y revenir dans l'intervention. Donc, il y a le domaine public de défense, comme je dirais. Il y a aussi les objets d'art et les monuments. Les musées publics, les palais publics, les théâtres, les édifices cultes construits par l'État, les halls et les marchés. Et pour terminer, il y a les servitudes d'utilité publique.
les servitudes de passage, d'implantation, d'abus de circulation, les servitudes établies par les nécessités de défense ou de navigation dans l'entrée par la sécurité routière, etc., etc. Donc, pour un peu résumer, le domaine public, c'est le domaine qui ne peut être affecté à personne, qui ne peut être affecté à personne, qui appartient à tout le monde. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une responsabilité des différents acteurs. Il y a une responsabilité des différents acteurs. Si je parle aujourd'hui de différents acteurs, je veux dire de l'administration, de la population et aussi des professionnels que nous sommes. Et aussi des professionnels que nous sommes. Je m'en explique parce qu'aujourd'hui, c'est à l'administration d'assurer la gestion du domaine public, comme dans tous les pays. Mais souvent, comme Youssouf l'a dit, je vais y revenir, j'y reviens comme ça. Il y a des gens qui se croient supérieurs à tous et à tout le monde, et qui se permettent en tout cas d'intimider ou de mettre la pression sur l'autorité jusqu'à en tout cas obtenir gain de cause et construire même sur le domaine public, ce qui n'est pas normal. Et donc, il y a aussi la responsabilité des professionnels que nous sommes, des géomètres, si je peux dire, parce que aussi souvent, les populations ne savent pas les droits. Donc, nous, en tant que professionnels, nous avons un devoir de sensibilisation, de conseil même de la population, pour que ces gens-là puissent savoir leurs devoirs et leurs droits qu'ils ont sur la terre. C'est important, parce que nous ne sommes pas juste des techniciens, nous sommes des conseillers. Donc, nous, géomètres, de sensibiliser les gens sur les droits et les devoirs qu'ils ont sur le domaine public. Et leur dire que le domaine public est un bien commun qui appartient à tout le monde. L'inaliénabilité du domaine public est une chose donc, souvent qui est bafouée. Donc, je vais venir directement au deuxième point, c'est-à-dire les caractères du domaine public. Les critères du domaine public supposent l'inaliénabilité du domaine public. On peut céder à quelque titre que ce soit ce domaine-là. Il y a l'imprescriptibilité du domaine public, il ne peut s'acquérir par l'usage ou la possession prolongée. Il y a aussi l'insaisissabilité pour le paiement d'une dette. Donc, voici les trois caractères du domaine public que nous avons au Sénégal. L'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité du domaine public. Donc, par quoi est formé le domaine public? Le domaine public naturellement est formé par le domaine public naturel qui existe par lui-même. Il y a le domaine public artificiel, il y a les terres privées des particuliers qui doivent revenir souvent à l'État dans le domaine public. C'est des procédures qui se passent souvent de temps en temps. Donc, pour ne pas trop durer dans mon allocution, comme l'essentiel a été dit, je vais terminer par la gestion du domaine public. Donc, le domaine public n'est pas aliénable, mais il n'est pas interdit d'occuper le domaine public, mais il y a des modalités. Il y a par exemple la permission de voirie qui est délivrée à titre personnel, essentiellement précaire et révocable. Ces deux éléments-là sont essentiels, précaire et révocable. Elle n'autorise que des installations légères, démontables ou mobiles, n'emportant en plus important du domaine public. Il y a aussi l'autorisation d'occuper, accordée à titre personnel, précaire et révocable. L'acte accordant l'autorisation même précise des conditions d'utilisation dans la dépendance du domaine public. Le retrait est possible à tout moment sans indemnité. Donc, pour juste terminer, je vais clôturer par la multiplicité des acteurs sur la gestion du domaine public. La multiplicité des acteurs qui est censée en tout cas réduire les conflits, mais souvent on note carrément que cette multiplicité des acteurs-là, en tout cas, occasionne d'autres conflits, occasionne des conflits. Donc, c'est ce que je voudrais en tout cas partager avec vous sur la gestion du domaine public ici au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Merci Adama pour ton intervention. Y a-t-il des interventions de nos panélistes? Pas d'intervention. Dans ce cas-là, en quelques mots, je vais conclure avant de donner la parole à Marc.
à peu près dans tous les pays, on a des lois foncières. C'est ce que j'ai retenu. Parfois vieilles et désuètes, ou si elles sont récentes, elles ne sont pas forcément appliquées, ou voire tordues, certains cherchant à s'approprier le domaine public, alors que c'est un bien commun à tous et dans l'intérêt général, il doit être remis. Je pense que dans ce cadre-là, la FGF a un rôle à jouer pour s'organiser, comme le proposait Khalid, de pouvoir faire des propositions que l'on porte tous auprès des États avec la force de la FGF, je pense, et Marc, tu confirmeras ces éléments-là. Toutefois, il ne faut pas vouloir s'arroger des possibilités de gérer tout à une seule profession. Je pense qu'il y a d'autres intervenants qui peuvent nous accompagner dans cette démarche. Et en tout état de cause, si on doit intervenir, puisqu'il y a aussi, il faut entendre les échos qu'il peut y avoir. Parfois, il y a des problèmes de coûts et voire du respect de la déontologie dans l'intervention des professionnels. Ce sont des échos et donc on se doit justement d'intervenir avec la plus grande intégrité, mais avec la force d'une profession qui connaît le foncier, qui connaît la problématique du foncier, qui sait le définir, qui sait le gérer et demain pouvoir faire des propositions dans tous les États. En tout cas, je vous remercie tous du temps consacré à préparer vos interventions. Je remercie également l'ensemble des personnes qui ont suivi cette participation. Tout à l'heure, Samba a noté que nous étions plus de 170 à suivre cet événement. Donc, c'était particulièrement enrichissant et je vous propose qu'on puisse se retrouver de 17h à 19h le 30 mars. On va définir le thème, mais peut-être quelque chose qui tournerait autour d'une loi foncière homogène et l'intervention des géomètres. Mais Marc, je te laisse la parole pour conclure. Merci Jean-François. Quelques mots de conclusion après ces communications très intéressantes et échanges fructueux. J'ai relevé, quant à moi, plus de 160 participants. J'ai relevé un pic de 180, plus de 180, ce qui fait, je crois, de nos échanges un réel succès. Encore une fois, je remercie le président du Conseil supérieur de l'OGE, Vincent Saint-Aubin, de nous avoir permis cette matinée. Remerciements également, bien entendu, à Jean-François Dalbin, qui a modéré et organisé les débats et qui vient d'en faire une synthèse rapide, une synthèse des interventions. Je remercie aussi, bien entendu, Florian Le Bourdet, administrateur au niveau de la FGF, qui, depuis plusieurs semaines, a consacré beaucoup de temps pour l'organisation de cette matinée. Merci aussi à Marion pour l'assistance technique. Et bien sûr, merci à tous les intervenants, brillants par ailleurs, et aux participants qui nous ont suivis. La suite, après cette matinée. Dans l'attente d'un retour à la normale au niveau de nos universités de perfectionnement, le plus vite possible à Libreville, Gabon, chez Christian, je l'ai dit, le plus vite possible, on verra quand ce sera possible. En attendant, comme l'a dit Jean-François, il est projeté que l'on se retrouve à une fréquence de tous les 2 mois pour chaque fois un webinaire sur des thématiques différentes. Comme l'a dit Jean-François, donc le prochain, le webinaire projeté, le premier webinaire projeté aura lieu en principe le 30 mars à 17h GMT + 1. La FGF est bien entendu en dehors de ces processus toujours disponible pour des interventions ponctuelles au niveau de ces différents pays membres, pour faire des réflexions à des problématiques quelles qu'elles soient, et notamment à la création d'ordre dans les pays qui
qui le solliciteraient. Pour le surplus, n'oubliez pas à 14 h l'ouverture officielle du congrès digital par Vincent Saint-Aubin, président du Conseil supérieur de l'EGE, et dans la suite de l'après-midi, les travaux au niveau de l'EGE. Bonne journée à toutes et tous, à très bientôt.